Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Vous êtes membre du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous êtes l'auteur d'un essai sur la révolution russe. On commémore aujourd'hui même les 100 ans du déclenchement de la révolution russe. Votre ouvrage est titré « Que faire de 1917 ?» et c'est publié aux éditions Autrement. On va y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? On vous avait reçu il y a moins d'1 an, c'était juste avant le premier tour de l'élection présidentielle. Vous nous avez proposé un regard de militant engagé dans les luttes du quotidien. Est-ce que ce regard a changé depuis le mois d'avril? Non, c'est toujours un regard militant basé sur l'expérience quotidienne qui ressemble à mon avis à des millions de personnes, mais aussi parce que comme c'est l'occasion et que c'est le centenaire de la Révolution russe, aussi avec un regard qui cherche, je ne sais pas si j'y arrive, mais à prendre un peu de hauteur de temps en temps, puisque le simple fait d'avoir pris du temps pour écrire cet ouvrage-là, alors que la situation politique française elle est ce qu'elle est, ça permet aussi de prendre, pas de la hauteur parce que ce serait prétentieux, mais en tous les cas un peu de distance et revenir aux sources, aux idées, aux questions stratégiques. Voilà. Alors, on va revenir sur la situation politique et sur le livre surtout, mais j'aimerais revenir un instant avec vous sur l'affaire de ce début de semaine, qui risque d'ailleurs animer toute la semaine, l'affaire des Paradise Papers. Elle intervient 18 mois après les Panama Papers. À l'époque, le ministre de l'économie n'était autre que l'actuel président de la République. Qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles données, Olivier Besancenot? On continue à en faire ce que ça doit être, c'est-à-dire une affaire d'État, une affaire politique, parce qu'il y a l'affaire économique en tant que telle qui a un peu le secret de Polichinelle, c'est qu'il y a des paradis fiscaux, c'est que ceux qui ont envie de défiscaliser un maximum, de toute façon, ils peuvent planquer leur pognon à droite ou à gauche, d'ailleurs plus souvent à droite qu'à gauche, d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension politique, c'est les rapports incestueux entre les grandes firmes bancaires et puis une bonne partie du personnel de l'appareil d'État, entre ceux qui sont directement impliqués puis ceux qui font semblant de ne pas voir. Donc c'est une affaire politique dans le sens où il est absolument improbable et impossible que l'appareil d'État en France ne soit pas au courant de toutes ces pratiques-là. Donc ceux qui vont mimer la grande découverte, l'étonnement, voire la condamnation du bout des lèvres, on les attend évidemment au tournant. Et en même temps, comme le précise le communiqué d'attaque, qui indique que les paradis fiscaux ne sont pas une anomalie du système, mais ils en sont un rouage. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout le système capitaliste, le système mondial qu'il faut détricoter, qu'il faut ouais, c'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on ne peut pas se contenter des demi-mesures, même si des mesures immédiates, il en faut malgré tout. C'est-à-dire tout ce qui va dans le sens du contrôle des mouvements de capitaux, dans la publication des livres de compte, lever le secret bancaire, commercial ou industriel pour obtenir la vérité, c'est des mesures immédiates qui ne remettent pas en cause l'entièreté du système capitaliste, mais qu'il faudra imposer. Qui ne remettent pas en cause, quoique, je dirais qu'on est dans un système capitaliste mondialisé qui est tellement en crise qu'aujourd'hui, même des mesures démocratiques de ce type-là, elles deviennent insupportables pour les tenants du système parce qu'elles sont tout de suite perçues comme un haut degré d'agression. Donc derrière ça, il y a en effet la perspective de changer complètement le système parce qu'en effet, les paradis fiscaux ne sont pas une anomalie du système ou en marge du système, ils sont au cœur du système de la même manière que dans le système capitaliste, l'argent propre n'existe pas. Je veux dire, les implications, les imbrications des circuits financiers sont telles que de toute façon, on ne peut pas mettre des murs étanches entre ce qui est d'un côté des activités répréhensibles, même du point de vue de la classe dominante, et puis ce qui est de l'activité courante. Alors, et pendant ce temps-là, on supprime l'ISF et on stigmatise une société d'assistés, des précaires. Alors, 40% des profits, justement, des entreprises sont placés dans les paradis fiscaux. On l'a appris aussi au moment de ces révélations. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que le peuple prenne conscience de l'injustice dans laquelle on est? C'est quoi le moteur de la lutte sociale, Olivier Besancenot? Je crois que le peuple il a conscience de ça, il n'y a pas besoin de grandes explications et grands discours pour comprendre que de toute façon il y a deux poids deux mesures et qu'en effet dans le même temps, qu'en gros vaut mieux être un lingot d'or ou un yacht qu'un retraité, un étudiant ou un salarié. Ça, il n'y a pas besoin de professeur rouge, noir ou vert ou quelle que soit la couleur pour donner les justes explications pour que des millions d'exploités, d'opprimés le comprennent. La question c'est plutôt une prise de confiance plus qu'une prise de conscience. Ce qui manque, c'est la perspective d'un combat collectif qui nous permette d'avoir gain de cause et de remettre en cause tout ça. D'un combat et d'une proposition politique, d'une offre politique aussi? L'offre politique, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'à un moment donné, ce qu'on fait dans un sens, on peut le faire dans l'autre. S'il y a un Robin des Bois pour les riches, il peut y en avoir un pour les pauvres. La question, c'est vraiment... moi, je suis entouré aujourd'hui de personnes au boulot autour de moi qui disent « Ouais, c'est lamentable, ouais, c'est dégueulasse, ouais, on les a cramés au pouvoir et on sait qui ils sont ». Le problème, c'est comment on peut les contrer. C'est-à-dire comment tu peux établir, là, dans la période qui vient, un pouvoir
populaire qui soit plus fort que le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de la contestation. Et donc là, l'enjeu, ce serait que quand même, du côté des organisations syndicales, sociales, politiques, on se voit tous pour discuter justement de cette stratégie-là, en prenant en compte ce qui n'a pas marché la dernière fois, c'est-à-dire la dernière grande séquence qui a été celle de la loi travail acte 1 et qu'on a perdu au final. Donc on voit bien que ça n'a pas marché une fois, il faudra avoir une autre stratégie pour que ça marche. Je ne dis pas que j'ai les réponses sur tout, mais en tous les cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que si chacun tire dans son coin, on n'y arrivera pas. Et justement, il a raison, Jean-Luc Mélenchon, d'évoquer, ou en tout cas de parler de la charte d'Amiens qui remettrait en cause justement aujourd'hui, en tout cas c'est la proposition que fait Jean-Luc Mélenchon, l'indépendance des partis politiques et des ouais, alors là, moi, j'ai pas du tout la même lecture que lui de la charte d'Amiens. La charte d'Amiens, quand elle a été conçue, imaginée et votée, elle a été faite sur des bases syndicalistes révolutionnaires, dans l'idée que justement les partis socialistes s'embourbaient un peu dans le jeu parlementaire et que les organisations syndicales étaient celles qui étaient peut-être le plus à même pour permettre à la classe sociale qui était en train de monter dans le cadre de l'industrialisation de changer de façon révolutionnaire la société. C'était sûrement pas sur des bases réformistes. Donc moi je suis tout à fait respectueux de l'autonomie des organisations du mouvement social. Je suis même d'ailleurs pour éviter tout rapport condescendant et paternaliste entre le politique et le social, parce que je ne crois pas à cette césure qui voudrait que, en gros, le syndical s'occupe de la rue et du social, et puis de l'autre côté, la politique, c'est les choses sérieuses, c'est les choses institutionnelles. Moi, je crois que dans les organisations du mouvement social au sens large, ça dépasse d'ailleurs le cadre syndical, le mouvement des sans-logis, des chômeurs, des réfugiés, il y a beaucoup de propositions politiques qui surgissent, donc je serais plutôt pour une fusion justement et faire en sorte que là tout de suite, par exemple maintenant, tous ceux qui sont contre la politique du gouvernement se voient, plutôt que d'appeler les uns et les autres à faire des marches dans leur coin. Ça, c'est pas remettre en cause l'indépendance des organisations du mouvement social, c'est travailler de façon solidaire. Elle sert à quoi la manifestation du 16 novembre prochain ? C'est une étape qui est plantée dans le décor comme d'autres, donc elle est nécessaire parce que moi, pour ma part, je serai encore en grève parce que je pense qu'il faut en passer par là. Maintenant, pourquoi des formes plus radicales ne s'imposent pas dans le débat public, type un appel à la grève générale par exemple ? Parce que ça, c'est pas le propre des directions des organisations syndicales et politiques de la gauche radicale actuelle d'ailleurs. Mais peut-être qu'on pourrait discuter peut-être plus tranquillement aussi des appels en commun qui pourraient permettre justement de donner la confiance dont je parlais à tous ceux qui sur le terrain s'activent à lutter et qui pensent par exemple, peut-être, c'est une proposition, que plutôt que d'avoir 3 journées d'action interprofessionnelle étalées sur 3 mois, on pourrait peut-être en avoir 3 successives. C'est-à-dire le lundi, le mardi, le mercredi. Allez, même je suis prêt à concéder que ce soit le mardi, le mercredi, le jeudi. Et s'il faut, ça peut même être en fin de semaine. Mais l'idée qu'à un moment donné, on ne s'éparpille pas et que dès le lendemain, on verrait tout de suite dans le pays que le pouvoir aurait probablement intérêt à nous parler de façon un petit peu moins arrogante, on va dire. Elle commence où la révolution, Olivier Besancenot ? C'est à l'échelle du foyer, en famille, dans l'entreprise, dans le quartier, au niveau du pays, au niveau de l'Europe ? Elle est partout. Elle n'a pas une révolution, c'est une rupture qui ne se décrète pas et qui est une rupture dans le temps et dans l'espace. Donc on ne peut pas dire où elle commence, où elle s'arrête. D'ailleurs, elle a rarement un commencement et une fin. C'est un processus qui se construit et qui se développe selon son propre cheminement. Donc c'est dans tous les domaines. C'est pas que la question sociale, c'est aussi des questions de société. Et elle s'invite aussi à l'occasion de crises. Alors il y a eu des crises marquées notamment par les éléments économiques ou les grands drames comme les guerres, comme la révolution russe ou d'autres épisodes révolutionnaires, mais la question démocratique elle est aussi une question extrêmement forte et on est en train de vivre en France une grande crise démocratique. On voit bien que le jeu politique en place, dans toute sa représentation, incluant même la gauche radicale, elle ne colle pas à une partie significative de la réalité politique de la société dans laquelle on vit. La crise économique, vous en parlez, mais donc du coup il y a aussi l'échelle européenne, c'est pour ça que je vous emmène sur le terrain européen. Est-ce que justement la rupture, elle ne doit pas se faire juste à partir de l'échelle européenne, justement, qui voit imposer un mode de pensée, un mode de système libéral à tous les pays européens ? Moi je crois à la contagion, c'est-à-dire que je pense qu'un processus révolutionnaire, il ne peut pas se faire en vase clos. À partir du moment où il se déclenche quelque part, il inonde, il irradie tout de suite autour de lui tout ce qu'il peut y avoir de plus positif. D'ailleurs, on prend tous les exemples historiques, il y a rarement un pays ou une contrée qui fait sa propre révolution dans son coin. Ce que j'essaie d'insister sur un point, c'est qu'on ne peut pas décréter l'endroit d'où ça va démarrer. Je ne connais pas la bonne échelle à laquelle ça va démarrer. Ça peut être une échelle régionale, ça peut être une échelle nationale, ça peut être une échelle européenne, ça peut même être d'ailleurs une échelle mondiale. Si tu prends par exemple le seul élément de la crise climatique, tu peux imaginer
même peut-être un drame qui un jour poussera à ce côté une contestation mondiale. La petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu ne sais pas où elle arrive. Et d'ailleurs, personne ne peut la décréter. La question, moi, qui m'intéresse, c'est comment les organisations sont réceptives à l'idée que quand il y a cette petite étincelle qui commence à arriver, on s'arrange en effet pour qu'elle aille le plus loin possible. C'est-à-dire qu'on s'affranchisse d'un maximum d'obstacles qui s'opposent à nous et qu'on ne joue pas notamment dans l'idée qu'en gros, le champ de l'émancipation s'arrêtera à nos propres frontières. Alors hier, on recevait Barbara Romagnan, l'ex-députée socialiste. Elle vient de quitter le PS pour rejoindre le mouvement de Benoît Hamon. D'habitude, les invités se posent des questions. Barbara Romagnan ne vous a pas vraiment posé une question. Elle vous a livré un souhait, une réflexion. Elle aimerait que vous travailliez ensemble. C'est possible, Olivier Besancenot ? C'est souhaitable. C'est souhaitable avec elle et avec d'autres. Et là, nous, on a fait cette proposition, y compris à l'occasion des premières marches et des premières manifestations qui ont eu lieu au mois de septembre, en disant notamment à Jean-Luc Mélenchon qu'il ne fallait pas jouer solo. Je pense qu'on a besoin de, par exemple, toutes les forces sociales et politiques qui sont pour une chose simple, c'est le retrait des ordonnances, qu'elles se voient et qu'elles discutent au plus vite dans le cadre des contestations à faire. Et on sera, je dirais, dans la pratique, peut-être, on trouvera peut-être le moyen le plus simple de voir justement ce qui nous rassemble, ce qui nous sépare, et puis même de prendre, pour connaître un peu ce courant-là, aussi avoir une vision un peu pragmatique des choses, c'est-à-dire que être conscient de ce qu'on n'a pas en commun, mais qui ne nous empêche pas de faire ensemble. Y compris dans les urnes, c'est-à-dire qu'aux européennes, par exemple, on pourrait envisager des discussions à minima. Ça n'aboutira pas, mais... Y compris prendre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire que si on commence tout de suite à se les poser par le biais électoral, je pense qu'on est franchement mal barré. Quand on voit l'état aujourd'hui de l'opposition de gauche à Macron, je pense qu'il faut qu'on se pose au plus vite dans le cadre des combats qui nous attendent, parce que sinon on va passer un quinquennat à attendre les futures élections qui ne nous emmenent pas très loin de la fin du quinquennat, et puis à faire une marche, 2 marches, à écouter un leader nous apporter les solutions politiques. Alors je le disais, vous avez publié « Que faire de 1917 » aux éditions Autrement. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire du déclenchement de la Révolution russe, 100 ans jour pour jour. Qu'est-ce que vous retenez de 1917 ? Si vous n'aviez qu'une leçon à retenir pour justement les mobilisations actuelles, laquelle serait-elle ? Elle est forcément double, c'est à la fois l'actualité de la Révolution et en même temps l'actualité de la contre-révolution bureaucratique. On ne peut pas séparer les deux. C'est l'actualité de la Révolution, c'est-à-dire se repencher sur un phénomène historique que moi-même j'ai sous-estimé dans sa puissance ascendante, c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre la Révolution russe de février et d'octobre inclus 1917 que si on la comprend vue d'en bas. Et dans l'historiographie officielle de l'Est comme de l'Ouest, on comprenait jusqu'à présent énormément la Révolution russe vue d'en haut, c'est-à-dire autour de grandes dates, de grands hommes, de grands leaders. Or, ça a été d'abord l'irruption de millions de personnes sur la scène politique, et puis l'actualité de la contre-révolution bureaucratique qui malheureusement est directement impliquée, c'est-à-dire en quoi tout processus d'émancipation, même partiel, voit immédiatement un corps qui cherche à se séparer de lui, avec des spécialistes attitrés et des gens qui vont former à terme une armée de bureaucrates. Donc c'est comment on imagine un autre rapport à la démocratie, au travail, à la société, qui justement permettent d'apporter un maximum de garde-fous pour empêcher ces corps de se séparer. Et pour moi, ça pose des questions stratégiques que justement, si on veut parler d'alliance et de discussion, on devrait être apte à discuter avec toutes les familles politiques de la gauche radicale, de celles qui sortent du Parti socialiste, de celles qui sont dans le Parti communiste, du Parti de gauche, de lutte ouvrière, et y compris, j'insiste, dans la famille libertaire, parce que quand on prend la Révolution russe, on voit bien entendu qu'il y a des phénomènes bureaucratiques qui viennent d'en haut, par le jeu de la substitution parfois des partis politiques, de l'étatisation, mais qui viennent aussi directement du bas, c'est-à-dire de la femme conseilliste et soviétique elle-même. Et ça, c'est beaucoup plus dérangeant et ça nous amène à nous poser des questions stratégiques nouvelles. Justement, sur ceux qui viennent du bas, justement, je lisais le mensuel de lutte ouvrière, les journalistes, les historiens, dont Roger Martelly, les communistes, dont le Parti communiste français et le NPA, dont vous, Olivier Besancenot, vous êtes accusés de vouloir prendre vos distances avec la Révolution russe, justement. Prendre ces distances avec la Révolution d'octobre était vu comme un moyen de séduire les courants libertaires ou petits bourgeois sans aucun lien avec l'histoire du mouvement ouvrier. Ce qui est très exagéré. Déjà parce qu'il y a une bonne partie du mouvement libertaire qui était directement imbriquée dans la Révolution russe elle-même. Des épisodes les plus glorieux ou plus tragiques, en passant par Kronstadt ou en passant par la Makhnovchina. Et puis surtout, moi je me revendique fièrement de cet héritage et de ce patrimoine politique qui est celui justement de la Révolution russe. Le plus clair de mon ouvrage, c'est aussi tenir tête justement à tous ceux qui persistent à dire qu'il ne s'agit pas d'une révolution mais d'un coup d'État et que le ver était dans le fruit et que derrière le projet de société communiste, on trouve finalement les gènes du totalitarisme. Je réponds à tout cela, mais je ne me gêne pas pour avoir un regard critique. Et comment pour être en deçà de ceux-là même qui, à l'époque,
en temps et en heure, en tant qu'acteurs et actrices de la révolution russe elles-mêmes, se sont posées des tas de questions stratégiques, de Rosa Luxembourg en passant par Victor Serge. Donc c'est quand même utile de se poser des questions politiques, non pas pour distribuer les bons et les mauvais points, mais pour réfléchir à aujourd'hui. Parce que le meilleur moyen de célébrer la révolution russe, c'est pas d'en faire une commémoration, c'est de chercher de la conjuguer un maximum au présent, en sortant le cadavre de la révolution russe à la fois du mausolée où la contre-révolution bureaucratique a voulu la mettre, et en même temps de la fosse commune où le système capitaliste cherche à l'enfouir aujourd'hui. Une dernière question, Olivier Besancenot. Dans Éloge de la politique, le philosophe Alain Badiou opère une critique radicale sur les anciens maoïstes médiatiques des années 70, reconvertis aujourd'hui au libéralisme. Il dit que déçus que tout ça, en l'occurrence leur combat, ne leur ait rien apporté de tangible, ils ont pris la posture rentable du totalitarisme communiste pour mieux défendre le cœur et la cause du libéralisme. Et vous, Olivier Besancenot, depuis vos premières années militantes, vous avez évolué ? Oui, sur plein de sujets. Moi, je me remets en cause sur plein de sujets. Peut-être pas sur les causes fondamentales dont on parle. Ce dont parle Badiou, c'est une accointance qu'il a avec Daniel Ben Saïd, qui expliquait au moment de la parution du livre noir du communisme qui avait fait grand bruit en 97 et qui avait été préfacé par Courtois. Daniel n'avait pas pu s'empêcher quand même de souligner le fait que derrière tout cela, il y avait quand même pas mal d'anciens staliniens reconvertis qui avaient célébré le petit livre rouge ou célébré le grand-père des peuples et qui ont renoncé au communisme en même temps qu'ils renonçaient au stalinisme, et que nous, de notre côté, c'est vrai pour la famille communiste anti-stalinienne à laquelle j'appartiens, mais c'est vrai pour la famille libertaire ou d'autres courants encore, on n'avait pas à regretter quoi que ce soit. Mais les questions sur lesquelles moi je peux me remettre en cause, c'est des questions sur lesquelles j'ai pas forcément de réponse et qui me travaillent et qui me taraudent. C'est la question du rapport au pouvoir et comment on fait justement pour inventer un projet de société où on soit apte à avoir un projet majoritaire. Et là, je me suis planté, c'est-à-dire je pense que j'ai pas assez cru qu'à un moment donné, la crise politique était telle qu'on pouvait postuler à quelque chose. Que l'urgence était telle que dans notre camp social, il y avait une attente de postuler à l'action immédiate et au changement immédiat. Et en même temps, il y a cet angle mort, c'est comment on fait pour postuler au changement, donc pas simplement je dirais à la contestation et à ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, vous pourriez dire que vous aspirez à être en responsabilité demain. Cet terme, par exemple, je l'exècre. Ce terme d'être en responsabilité, parce que je me sens tout à fait, je me sens au moins aussi responsable que plein de gens qui ont ce vocable dans la bouche, et que pour moi, c'est derrière être en responsabilité, c'est reprendre l'idée qu'il suffirait de prendre l'appareil d'État de l'intérieur, en gros, prendre les clés de la boutique pour changer les choses. Ça, j'y crois pas. Je pense pas qu'il faille remplacer un mauvais personnel politique par un bon pour changer même institutionnellement les choses vues d'en haut. Je pense que le changement institutionnel qui s'impose, il s'impose vu d'en bas, mais ça veut dire en effet postuler un projet majoritaire en disant on est apte à vouloir changer la société et à dire que nos idées peuvent gouverner, en effet, dans le cadre de solutions larges et unitaires et révolutionnaires. Voilà. Mais donc oui, il y a comment dire, une question de positionnement politique et de distance politique que j'ai appris aussi par ma propre expérience, mais c'est vrai sur ça, sur d'autres sujets. Le contexte est propice à l'idée même de révolution en ce moment, Olivier Besancenot ? Là, c'est pareil, il ne faut pas aller trop vite. Il y en a plein qui nous ont annoncé l'insurrection à la rentrée et puis qui aujourd'hui nous sifflent la fin de la partie. Je pense que ce n'était pas l'insurrection à la rentrée, ce n'est pas la fin de la partie non plus, y compris contre les ordonnances. Il faut essayer d'analyser le rapport de force tel qu'il est dans sa complexité. Il y a une crise politique majeure, donc il ne faut pas se payer de mots. On peut répondre que par l'action, et l'action unitaire le plus possible. Et le point est du côté du Premier ministre et du Président de la République aujourd'hui ? Je crois pas, je pense que c'est plus compliqué que ça. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je pense qu'en partie c'est une bulle, le gouvernement Macron et son pouvoir, mais qui répond à un espace qui était laissé vacant à ce moment-là, et c'est en tous les cas pas une bulle qui va exploser d'elle-même. Donc c'est pas un système qui va s'effondrer de lui-même. Donc c'est un système qui peut s'effondrer que sur les coups de boutoir d'une opposition qui soit sociale et politique, large et unitaire, donc assumée. Et je le dis, je le redis, tout à fait fraternellement, il n'y a aucun courant politique, aucune sensibilité particulière aujourd'hui à la gauche de la gauche qui peut prétendre incarner à elle seule cette opposition. Il serait peut-être temps que chacun convienne et qu'on se voit au plus vite. Merci beaucoup Olivier Besancenot. Merci à vous. Demain je recevrai Pierre Pézra, il vient de réaliser un film sur les victimes de l'amiante chez les ouvriers, ceux victimes des pesticides chez les agriculteurs. Un film d'actualité qui touche à de nombreuses problématiques comme le chantage à l'emploi ou la place de la justice. Il sort demain en salle et il faut absolument aller le voir. Vous avez une question pour lui ? La question anticipée, en attendant évidemment de voir ce documentaire et ce film, c'est quelle expérience il tire de son travail pour
pour trouver un point d'équilibre justement entre les questions sociales et les questions écologiques. C'est-à-dire comment on fait pour ne pas lâcher la proie pour l'ombre et répondre à la fois à la question de l'emploi et en même temps aux questions environnementales. Et on sait que cette question, elle divise les deux, qu'on a une partie du mouvement syndical qui peut abandonner les questions écologiques pour défendre l'emploi, et on a une partie du mouvement écologique qui peut abandonner les questions sociales au profit de questions environnementales abstraites. Donc, quelle conclusion, s'il en a, il a pu tirer de ce travail-là? Alors, je vous transmettrai, merci beaucoup. Merci.